Bonjour à tous, on se retrouve cette fois-ci pour la deuxième partie du Carp Fishing Specialist. Vous pourrez choisir soit de regarder simplement la première si vous voulez simplement kiffer de la pêche et uniquement de la pêche, ou la seconde si jamais vous avez énormément de questions sur le matériel, si vous vous posez des questions justement sur pourquoi j'ai utilisé cette canne, ce moulinet, cette tresse, ce montage. On va rentrer du coup plus dans le détail sur tous ces petits accessoires là, ces composants qui font que la partie de pêche peut être menée à bien. On va commencer par la canne et ensuite on va faire canne, moulinet, les détecteurs, etc. Et on va suivre derrière. J'ai pas 50 000 jeux de canne, j'en ai que deux. J'ai un jeu de 10 pieds que je vais utiliser quand je pêche qu'en bateau, donc à bord du bateau. Mais là, dans le doute, en fait, j'ai pris mes 12 pieds. C'est mes Basia, en fait. Les Daiwa Basia que j'ai en 12 pieds, 3,75 livres. C'est pour moi mes cannes les plus polyvalentes. Ne sachant pas vraiment sur quel terrain de jeu précisément j'allais, j'ai pris ces cannes-là. Et de toute manière, elles ne m'ont jamais déçu dans quelconque circonstance. Donc, ça paraissait naturel que je parte avec celle-ci. Du coup, j'ai pris le parti de partir avec mes TS parce que c'est simplement que j'ai pas besoin de lancer loin. Et j'ai deux jeux de bobines avec mes TS. J'en ai un qui est en tresse complète et un qui est en nylon complet, un nylon de gros diamètre. De plus en plus, en fait, je me retrouve à pêcher en nylon parce que ça m'évite de mettre une tête de ligne. Quand on raccorde un corps de ligne de faible diamètre ou de faible résistance avec une tête de ligne de très grosse résistance, c'est un point faible, c'est un fusible, mais c'est le point faible de fou d'une ligne. Donc quand je peux pallier à ça et que je ne peux ne pas l'utiliser, c'est ce que je fais. Donc j'ai pris l'option de pêcher en nylon direct, donc c'est un 43 centièmes, pardon, en touchdown il me semble, donc avec une faible élasticité. Je me garde quand même toutes les réserves, hein, c'est-à-dire que si je pêche en nylon, je ne vais pas m'amuser à aller poser une canne à 200 mètres. Je reste cohérent dans ma façon de procéder. Donc là je pêchais à 100, 120 mètres grand maximum, donc en nylon ça le fait sans problème, surtout en 43 centièmes. Et ça m'évite totalement de devoir mettre une tête de ligne. C'est suffisamment lourd pour se plaquer sur le fond correctement. C'est suffisamment épais et résistant pour contrer un départ sur des cailloux, des choses comme ça. Et en plus de ça, si jamais je suis dans l'herbe, l'herbe va glisser dessus. Et j'aurai pas de nœud de tête de ligne qui va faire que ça va se coincer dans mes anneaux quand je vais ramener ou des choses comme ça si ça ramène un morceau d'herbe. Donc c'était mon choix de départ. Je l'ai du coup, comme vous avez pu le voir, switché dans la partie parce que j'étais embêté par plein de poissons blancs. Il y avait vraiment beaucoup de profondeur et en détendant quand même les lignes, vu qu'il y a beaucoup de passages, que ce soit des pêcheurs de carnassiers, que ce soit des paddles, des nageurs, il y a énormément de passages relativement près, surtout sur la pointe sur laquelle j'étais. C'était risqué d'avoir des lignes très tendues pour déceler les touches, même en nylon. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'étendais un peu les lignes. Il y avait la présence des poissons blancs en fait que j'arrivais pas forcément à déceler. Je m'en rendais compte sur les endroits où, avec l'eau très claire, je pouvais voir que l'amorçage avait été mangé. Mon bas de ligne pouvait avoir bougé un petit peu et en fait j'avais pas eu de bip ou de touche malgré la sensibilité que j'avais réglée correctement sur les Delkim. Donc ensuite je suis passé en tresse pour déceler ça et ça m'a permis du coup d'enregistrer deux touches supplémentaires. Alors est-ce que je les aurais eu en nylon aussi, je sais pas, mais il y en a une des deux quand même qui était une touche relativement timide. Et pour le coup je pense que le fait d'avoir de la tresse, ça m'a permis tout de suite de voir que la ligne se tendait, de prendre la canne au bon moment. Il faut savoir utiliser tous les matériaux qui sont mis à notre disposition. C'est pas vous dire de pêcher en tresse parce que vous êtes en lac, parce que vous êtes en gravière, parce que vous êtes en rivière. C'est vraiment de systématiquement pouvoir faire face à chaque situation. Donc je dis pas de partir avec 2 fourgons de matos, c'est pas mon cas. Mais un jeu de bobine supplémentaire, ça prend franchement pas de place, ça prend pas de poids. Et ça peut vous permettre de sauver votre partie de pêche quand même. Donc c'est pas des choix qui sont anodins. Évidemment, la tresse, je l'ai adjointe avec une tête de ligne. Pêcher sur des hauts fonds avec des cailloux, des choses comme ça, en tresse en direct. Même si la tresse, c'est la plus grosse, là, la 50 livres, c'est hors de question. C'est quand même beaucoup plus faible en résistance à l'abrasion qu'un nylon. J'ai pas envie de perdre un poisson sur un caillou ou un morceau de bois, comme il restait des morceaux de péniche dans la gravière. C'est franchement pas le délire, donc toujours une tête de ligne. Donc là j'ai fait le parti d'avoir un nœud de tête de ligne quand même, mais d'avoir quelque chose qui me permet d'être résistant. Du coup, avant de vous parler de la suite de la ligne, donc du leader, du plomb, du bas de ligne, etc. Je vais avoir utilisé deux éléments qui sont... trois éléments même qui sont indispensables à ma pêche sur ce genre d'endroit. Ça va être le Delkim, du coup ça me suit partout parce que à mon sens aujourd'hui c'est le détecteur le plus abouti du marché. Question sensibilité, les plages de réglage sur les nouveaux. Je sais qu'il y a plein de personnes qui sont hyper réticentes. En vrai c'est parce que vous les avez pas eu dans les mains et c'est parce que vous les avez pas essayés, parce qu'en toute honnêteté j'ai encore les anciens. J'adore le matériel old school, etc.
mais quand un produit est aussi abouti que celui-là, je vous garantis qu'on peut plus s'en passer derrière. Ensuite, il y a le choix de l'indicateur visuel de touche, donc ça va être le STO ou le black and white. Ici, je vais pêcher assez loin avec pas mal de profondeur, donc j'ai envie d'avoir quelque chose qui tend quand même un peu ma ligne. Donc forcément, même si je mets un bobine relativement lourd, ça va juste me l'attendre suffisamment et ça me permettra d'avoir un indicateur visuel. Chose qu'on aime bien faire aussi quand on pêche ce genre d'étendue et assez loin, c'est qu'on aime bien mettre les cannes un peu hautes. Moi j'apprécie pour d'une éviter que ça longe tout de suite la bordure, si jamais ça casse pas tout de suite. Et en plus de ça, pour avoir un visuel sur mon sion, j'aime bien voir si le sion se tend ou s'il y a une touche. Souvent c'est un peu comme au feeder en fait, c'est le même genre de procédé. J'aime bien avoir cette indication là au départ. Seul inconvénient qu'on peut avoir en mettant les cannes un peu droites, c'est que on va avoir le black and white qui va reculer sur la ligne et qui va pas créer du coup d'angle entre le moulinet et le détecteur. C'est pour ça que j'ajoute le Smart Clip, donc le clip intelligent de chez Delkim. C'est un petit clip avec deux petites billes qui sont collées l'une contre elles. Donc voilà, il est ici. Donc si jamais j'avais le détecteur comme ça, si je mets le hanger ici, ça me fait pas du tout quasiment d'inclinaison, surtout avec une canne droite. Alors qu'avec ça, je viens le mettre dedans, ça me fait un vrai angle de détection, ce qui fait que dès que ça va monter ou descendre, on va pouvoir le voir et ça va être hyper sensible. Alors que si on n'avait pas ce clip, on perdrait vraiment beaucoup en sensibilité. Donc c'est un truc qui coûte franchement pas grand chose, ça peut se mettre et s'enlever de la canne hyper facilement. Lorsqu'on lance, ne pas oublier de le mettre sur le dessus, ça évite que les spires du moulinet se prennent dedans à la sortie et créent des petits problèmes. Mais sinon, c'est un outil qui est hyper indispensable. Vous voyez, l'angle que ça crée, ça va vraiment accentuer la sensibilité de l'écureuil. On va passer ensuite à ce qui va certainement vous intéresser le plus, ça va être la confection de la ligne. Avant de relier mon camo leader, depuis quelques années maintenant, je suis un partisan, et ça dans 95 voire 99% de mes parties de pêche, de l'utilisation des flying backleads. Même quand on utilise un cordeline relativement lourd, on va pas réussir à le plaquer forcément correctement. Vu que 99% de mes pêches, c'est pas de la pêche à très longue distance, je vais les utiliser dans quasiment tous les cas. Ils vont avoir comme particularité de venir plaquer mon corps de ligne au-dessus du camo leader en fait. La particularité que ça a, c'est que c'est coulissant. Coulissant pourquoi ? Parce que ça va reculer sur la ligne lors du lancer pour venir plaquer les 10, 15, 20 mètres de la ligne, les derniers 10, 15, 20 mètres, pour garder une discrétion accrue sur tout le secteur de l'amorçage. Donc ce petit ustensile, il est fourni à chaque fois que vous l'achetez avec deux petits capuchons différents. Donc on va avoir en fait deux finitions différentes, soit convexe, soit concave. Pour vous l'imager, ça va être comme un parachute. Si vous mettez la forme qui est creuse, quand vous allez lancer, il va prendre beaucoup plus l'air en opposition et il va reculer sur votre corde de ligne. Donc il va s'en aller et il va plaquer plus loin en distance. Alors que celui-ci, il va reculer que de 5, 6 jusqu'à 10 mètres grand maximum. T'as vu le petit flying backlead 3-4 mètres avant? Propre, hein? Moi, je préfère qu'il plaque les 10 derniers mètres de ma ligne et c'est grandement suffisant. Ne pas oublier de mettre la petite perle qui est livrée avec pour protéger le nœud. Donc elle va venir se mettre comme ça sur le nœud. Lui, quand il vient taper, ça évite que le plastique vienne détériorer votre nœud. Je vais simplement relier mon corps de ligne après avoir passé le flying backlead dessus. Je vais le relier directement à un camo leader. Ça a vraiment remplacé le lead core dans quasi l'intégralité de mes pêches parce que c'est hyper discret, qu'il n'y a pas de plomb non plus dedans. Sur le fond, si jamais votre lead core passe sur une branche ou quelque chose comme ça, ça n'aura pas la souplesse d'un camo leader pour épouser le fond correctement. Là, du coup, pour cette partie-là, en septembre, sur cette gravière, j'ai pêché avec un camo leader, avec un clip plomb et une agrafe quick change. Donc pour pouvoir changer de baline très rapidement, et c'est un clip plomb hybride. Vu que je pêchais sur des endroits donc propres, mais entourés d'herbiers, mon but c'était que si jamais je touchais un poisson, qu'il se ferre automatiquement avec l'inertie du plomb, et que le plomb, si jamais le poisson venait à se loger dans des herbiers, le temps que j'arrive au-dessus avec la canne puisse... que le poisson lui puisse faire sauter le plomb s'il avait besoin de sauter. Le nombre de fois où en fait les poissons sont restés sur la ligne parce que le plomb a sauté et qu'ils sont juste planqués dans un herbier, il n'y a plus de tension, c'est phénoménal le nombre de poissons que ça peut vous sauver. Donc là, camo leader, clip plomb avec agrafe rapide directement à la fin pour venir changer de bas de ligne rapidement. Après, le plomb que je vais utiliser, étant donné que je cherchais à avoir une inertie et un autoferrage optimal, je lésinais pas sur le poids du plomb. En général, 140-170 grammes, c'est ce qu'il vous faut si vous voulez poser à une relativement grande distance
et avoir un autoferrage conséquent. Du coup, les plombs en question, c'est les flat pier swivel, donc avec l'émerillon. Le flat pier standard qui va jusqu'en 5 os, donc en 142 grammes. Et depuis peu, en fait, on a sorti la version COG. Donc la version COG, c'est avec le trou au milieu, mais vous pouvez très bien l'utiliser si vous n'utilisez pas le COG, c'est pas un souci. Qui monte dans des grammages beaucoup plus importants. Donc là, je l'ai par exemple en 227 grammes. Par rapport à un Grippa qui va être quand même beaucoup plus volumineux, là, on descend plus rapidement, à mon sens, dans le fond. Et puis à l'autoferrage, c'est pour moi plus efficace. Ça évite de lever une partie du plomb d'abord. Là, elle se ramasse vraiment toute l'inertie du plomb d'un seul coup. Donc j'aime beaucoup ces plombs-là. Après, toujours deux teintes. Le gravel et le weed en fonction de là où vous pêchez. Ça, c'est à vous de choisir. Généralement, maintenant, on arrive à pouvoir trouver chez les détaillants que ce soit l'un ou l'autre. Donc, libre à vous de mettre en adéquation votre plomb aussi pour que vous gagniez en discrétion. Pour le bas de ligne, comme vous pouvez le voir, l'hybride stiff. Donc, elle a été longuement oubliée par les gens, je trouve, et à tort. On voit relativement peu de personnes utiliser ça. Elle est hyper rigide pour une tresse gainée. De deux, je peux la sliver. C'est un gain de temps. En vrai, une finition qui est là, un crime qui est fait sur cette tresse hybride, c'est juste parfait. Ça bouge pas. Ça ne coupe pas non plus le revêtement, étant donné que c'est un revêtement qui est très dur, qui permet du coup d'avoir la rigidité. Composant ensuite, on va avoir l'anti-tangle sleeve ici en dark matter, donc qui va être la version short. Je vais avoir un petit sinker ici, qui va me servir d'une à marquer l'articulation, donc l'endroit où la tresse est dégainée. De deux, il va me servir d'accroche si je dois faire évoluer mon bas de ligne et y mettre quelque chose de flottant. Là, il va me servir d'accroche pour la pâte plombée du coup. Et en plus de ça, il va m'aider à plaquer le bas de ligne correctement sur le fond. Donc là, vous pouvez vraiment voir, c'est compliqué d'avoir une finition et une articulation aussi marquée que ça sur une tresse gainée. Là, il n'y a pas d'artifice, je tiens simplement avec mes doigts, et vous voyez l'articulation est violente. Donc l'hameçon peut pivoter lui sans problème, comme si vous aviez un émerillon. Même avec quelque chose de flottant, par exemple, on va avoir quelque chose qui va pouvoir qui va pouvoir être hyper mobile et comment dire, stimuler la curiosité des poissons. Du coup, ensuite, ça va être une gaine thermo. Donc on n'a pas de kickers de cette longueur-là. J'ai vu une vidéo d'un Anglais utiliser ce type de montage. J'ai voulu utiliser. Et après quelques essais, c'est vrai que j'ai plutôt été conquis. Je trouve que la mécanique est plutôt réussie. Il va se retourner très tôt en fait dans la bouche du poisson, plutôt que de se retourner qu'au dernier moment et de risquer de piquer sur le bord. Où là, si la carpe elle l'aspire, elle recrache, ça va commencer à se retourner vraiment loin dans la bouche. On va réussir à pallier à certains poissons qui peuvent prendre lèche et la recracher. Ça a très bien fonctionné. Ensuite, du coup, l'hameçon, ça va être un Wide Gape X, donc toujours pour la forme de l'hameçon avec une grande ouverture. On a pas mal d'hameçons différents dans la gamme, mais c'est vrai qu'en gamme X, le Wide Gape j'aime beaucoup. Ça m'a permis de garder l'angle en fait de l'œillet, de le conserver sur toute la longueur de la gaine thermo derrière. Sur le nombre de départs que j'ai vraiment très peu de décroches. Derrière, j'ai simplement mis une petite gaine silicone en guise d'aligneur. Et puis un cheveu ensuite qui doit faire 1,5 cm et que je peux rallonger ou pas avec les stop bouillettes qu'on peut avoir à la gamme, les extend à stop là, donc que ce soit en small, medium ou large, ça me permet de passer sur une èche qui est relativement petite à deux petites bouillettes ou une graine à une bouillette. Ça me permet d'être relativement polyvalent. Donc ça, c'était le bas de ligne en dégrossi rapidement. Maintenant, je vais vous expliquer pas à pas du coup comment je vais le réaliser et comment on le confectionne proprement. Commencez par prendre de l'hybride stiff et dérouler environ 20 cm. Puis, dénudez une des extrémités de plus ou moins 10 cm. Réalisez votre cheveu avec une simple boucle et serrez-la fermement avec un poulat. Assurez-vous ensuite de couper proprement l'excédent de tresse. Prenez votre gaine silicone et coupez-en un morceau de 3 ou 4 mm. Et pour vous aider à bien la passer ensuite sur la rampe de l'hameçon, faites-la glisser d'abord sur une aiguille fine et surtout plate. Prenez ensuite votre Wide Gape X, qu'ici, comme dit précédemment, j'utilise dans sa version X de taille 6. Faites attention maintenant à bien passer la gaine sur la hampe sans la détériorer. De cette manière, il est beaucoup plus simple de la faire glisser sur la partie de tresse dénudée. L'étape d'après consiste à réaliser un nœud sans nœud classique. Je réalise 6 ou 7 tours autour de la hampe, puis je repasse de l'extérieur de l'œillet vers la pointe de l'hameçon. Prenez ensuite 6 cm de gaine thermorétractable
Ici, je prends une médium, tout simplement parce que l'hameçon est un X en taille 6. Adaptez évidemment votre gaine thermo à l'épaisseur et à la taille de votre hameçon. Aidez-vous avec un peu de salive pour recouvrir le nœud sans nœud. La prochaine étape consiste à enfiler un sinker médium jusqu'à la jonction de la tresse dénudée et non dénudée afin de marquer l'articulation. Passez un anti-tangle sleeve short à l'autre extrémité de votre montage. Passons ensuite à une étape très précise de ce montage, sleever l'hybride stiff. Pour ce faire, passez votre tresse dans les deux cylindres du sleeve pour former une boucle ni trop grande ni trop petite. Sertissez à l'aide de votre pince à crimp en veillant à obtenir un petit clic une fois que vous l'auriez mise dans les logements, qui vous indique après vérification que vous ne l'avez pas écrasé et que la tresse gainée est parfaitement en place. À ce stade, il ne nous reste plus qu'à rigidifier l'ensemble à l'aide d'un peu de vapeur. Commencez à l'opposé de l'hameçon en rigidifiant en premier l'hybride stiff, puis la gaine thermo en 2 fois, de manière à réaliser un coude qui permettra à ce montage de pivoter très rapidement dans la bouche de la carpe. Vous pouvez en tester l'efficacité rapidement sur votre main, il est fin prêt. Pour le coup, vous avez pu voir, c'est franchement pas compliqué à réaliser, il suffit juste d'être pragmatique. Et puis pour rebondir là-dessus et terminer sur la partie du coup terminale de la ligne, ça va être léchage. Donc une Tiger avec une bouillette. Les bouillettes, ça va être simplement des bouillettes qu'on a roulées nous-mêmes avec Rome, parce qu'on a une machine à rouler. Donc on prend le mix, les mix mainline, que ce soit l'Activate, que ce soit le Cell ou autre. Donc j'ai simplement après mis une Tiger que j'ai vrillé avec du liège et pour pouvoir alléger l'ensemble, que ça me fasse un ensemble équilibré, parce que j'ai quand même grossi les bouchées, hein. Je pêchais pas avec une petite bille de 15 mm, avec le nombre de poissons blancs qu'il y avait, c'était risqué. Donc, le fait de prendre une grosse Tiger, de la vriller et de mettre du liège dedans pour pouvoir alléger l'èche toujours, pour que dès qu'il y ait des mouvements de poisson, que ce soit quelque chose qui bouge relativement naturellement comme les autres appâts sur le fond. J'aime à croire que plus mon èche se rapproche de ce que j'ai mis en amorçage, plus je vais réussir à piéger un poisson. Donc du coup, derrière l'amorçage qui était en concordance avec tout ça, pour moi, des graines de qualité, des bouillettes de qualité, ça fait déjà énormément de taf. Alors forcément, après, si je mets de l'huile de chenille ou du smart liquide, des choses comme ça, ça va faire qu'augmenter entre guillemets l'attractivité. Donc là, pour le coup, l'amorçage, c'était des graines de la Tiger. Les bouillettes maison, du coup, que je m'amuse à broyer, quelques-unes entières dispatchées un peu autour de l'èche pour aller chercher les poissons un petit peu plus loin, pour créer un peu des chemins. J'aime bien, j'ai un pote à moi avec qui on a échangé là-dessus. Lui adore faire un peu comme ça, comme si c'était un plateau d'apéro où il s'amuse à avoir une assiette à un endroit et il s'amuse à créer des petits chemins. Et je reste persuadé qu'un poisson, ça reste un animal. Vous le faites avec votre chien ou un truc comme ça, vous mettez une croquette à un endroit, une autre, il va suivre le chemin tout pareil jusqu'à arriver au bol de croquette. Donc pour moi, les poissons peuvent réagir de la même façon. Si on leur fait des petits chemins pour arriver sur l'endroit principal, je pense qu'on peut réussir à les intercepter sur des endroits, même s'ils passaient pas à ras de l'amorçage, on peut réussir à les faire dévier et les faire arriver sur la zone voulue. Là pour le coup, je mettais 2-3 pelles tout de suite sur mes appâts, et puis après je dispatchais quelques billes entières autour et c'était suffisant. Donc est-ce que ça a été ce qu'il fallait faire? Je sais pas. La priorité, ça reste la localisation des poissons et le choix du poste. On peut pas réussir systématiquement. Pour moi, cette partie de pêche, elle est pas forcément réussie à 200%. Elle est réussie dans le sens où j'ai réussi à faire des poissons sur un endroit que je connaissais pas. Mais j'aurais pu faire beaucoup mieux. J'ai les collègues Samir et tout qui ont bien touché eux sur ma droite. Mais c'est pareil, c'est le choix du poste. Je pense que si jamais j'avais été tout de suite là-bas et que personne n'était allé à la pointe, ça aurait peut-être été différent. Moi je me suis mis à la pointe, ce qui fait qu'on a concentré un peu plus là, eux ils sont mis sur la droite, donc les poissons sont peut-être rentrés, je sais pas. C'est ce qui fait la magie de la pêche, c'est qu'on sait jamais comment ça se passe, et on apprend justement de genre de situation pour éviter de les refaire après. Donc j'ai réussi ma partie de pêche, j'ai passé un bon moment, j'ai fait un très joli poisson, 2 autres petits aussi. En tout cas j'espère que toutes ces précisions vont vous permettre de vous perfectionner dans votre façon d'approcher les endroits un peu similaires, ou d'améliorer un peu votre façon de procéder au bord de l'eau, et vous permettre de capturer vraiment plus de poissons et des plus gros poissons si possible. Si vous avez vraiment des questions encore après ces parties-là, n'hésitez surtout pas à venir les poster sur du coup le lien de la vidéo. En fait, dans les commentaires en dessous de la vidéo, on essaiera d'y répondre
le plus rapidement possible comme on fait systématiquement. Donc profitez-en, n'oubliez pas de vous abonner directement à la chaîne en cliquant là sur le petit bouton rouge, je sais pas où il est. Kiffez, allez à la pêche et puis je vous souhaite de prendre énormément de gros poissons cette année.